Francisco à 3 points. Oh, c'est incroyable ce que nous fait Diarra. Barbic, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 des espoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimond. Valentin Chéry qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Basketball on Air, votre émission consacrée au Paris Basketball. Pour cette 9e émission, on va revenir sur les 3 derniers matchs du club parisien qui a repris tranquillement le chemin des terrains, malheureusement pour pas très longtemps. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, on va faire un petit focus sur la nouvelle recrue Marquis Haynes qui a donc, par ces 3 matchs, débuté avec Paris, qui n'a pas été trop mauvais, on en discutera tout à l'heure. On va démarrer sans plus tarder. Paris Basketball on Air, c'est parti. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et donc, avec moi aujourd'hui pour m'accompagner, nous sommes 3. Alors à ma droite, un habitué récent, Lilian. Bonjour Lilian. Salut Flavien. Comment ça va ? T'as bien aimé les matchs dernièrement de Paris ? Plutôt bien, ouais. On a fait un joli doublé à domicile en recevant les 2 premiers du championnat et c'était plutôt pas mal. Ah, carrément. Et le retour à ma gauche. Ça fait très très longtemps qu'on l'a pas eu dans l'émission. Yonim Fournier. C'est vrai que ça fait longtemps que j'étais pas derrière le micro pour cette émission-là. Ça fait plaisir de revenir. Souvent pour les matchs, comme d'habitude. C'est vrai. Après, entre les déplacements à chaque fois... mais au moins je vois les matchs et c'est toujours sympathique de pouvoir regarder le PB cette saison. On va en parler justement de ces matchs-là et non c'était cool. Ah, carrément, je vais vous rappeler avant qu'on démarre nos réseaux sociaux, sur Twitter, Paris B-8 on air et sur Facebook, Paris Basketball on air tout simplement. Messieurs, on va démarrer tout de suite avec le récap des 3 derniers matchs, mais avant, Yonim, tu nous as préparé un petit point classement, je te laisse la parole. Effectivement, pour le point classement de cette Pro B, Paris est 10e actuellement au moment où on enregistre l'émission avec 11 victoires pour 12 défaites, presque l'équilibre. 10e juste devant, il y a 3 clubs pour les playoffs. Nantes qui est 9e, Souffle qui est 8e et Denain qui est 7e. Tous les 3 ont 12 victoires, 11 défaites. Ça se joue à pas grand-chose. Pour les leaders, ça bouge pas. Toujours Blois, 19 victoires, 4 défaites. Juste derrière, Quimper, 17 victoires et 7 défaites. Et puis tout derrière, en fin de peloton, on a Poitiers qui est dernier avec seulement 2 petites victoires pour 21 défaites. Ça fait pas beaucoup pour le club de Poitiers. Et Saint-Quentin qui est 17e, 7 victoires, 16 défaites. C'est un peu mieux. C'est toujours très serré cette Pro B. On est à 2 victoires d'être avant-dernier. On est à 1 victoire d'être en play-off. Paris 10e, du coup ça se joue à pas grand chose. Tu le disais, très serré. On vous rappelle que seulement les 7 premiers sont qualifiés pour les playoffs, plus le vainqueur de la Leaders Cup qui est Nantes cette année, qui est, tu l'as dit, 9e. Donc ça va être très serré pour le Paris Basketball pour accrocher les playoffs. On va démarrer sans plus tarder pour faire un petit récap sur les 3 derniers matchs. Paris qui a repris le championnat avec un déplacement à Vichy-Clermont, un déplacement assez compliqué. Où Paris s'est quand même imposé 89-88. Paris a le match en main sur le 2e et 3e quart-temps. Ils avaient pas mal d'avance et on a vu les Parisiens petit à petit se faire grappiller leur écart, leur avantage petit à petit. Boncolo qui a terminé avec 22 points, 6 rebonds et 3 interceptions. C'est peut-être sa meilleure performance au scoring depuis un bon petit moment, et lui qui est en difficulté sur son shoot. Et les Parisiens se sont fait peur parce que Francisco avait la possibilité de donner un avantage de +2 à Paris et il loupe finalement son lancer franc et il restait à peu près 5 à 6 secondes sur l'horloge et Vichy aurait pu marquer. Ils étaient tout proches. En tout cas, il y a un joueur de Vichy qui s'est frayé un chemin vers le cercle et qui a manqué son tir à 2 mètres et ça aurait bien pu tourner en faveur de Vichy, mais heureusement pour Paris, le shoot n'est pas rentré dedans. Et ce qu'on voit, c'est que malgré ce résultat, enfin ce petit coup de stress en fin de match, Paris réussit à gagner à l'extérieur. On en parlait beaucoup au début de saison des matchs à l'extérieur où il y avait un petit problème d'implication. En tout cas, on les sentait pas aussi à l'aise qu'à domicile.
Et à partir du mois de janvier, ça va mieux et il le confirme match après match. Et c'est très important pour la course au play-off. On le disait là, c'est assez serré. Et ce genre de match à l'extérieur, c'est ce qui fait que malgré une victoire de 1 point seulement, une victoire, c'est une victoire. C'est j'allais dire des points, bon, c'est pas comme au foot, mais c'est de la confiance aussi engrangée. C'est des victoires prises pour les playoffs et c'est important malgré ce résultat un peu stressant en fin de match. Et c'était impératif quand on connaît la série que Paris a dû affronter par la suite avec les 2 premiers du championnat. Et je te fais une passe décisive, Flavien, pour enchaîner. Oh là là, cette équipe est vraiment parfaite. Effectivement, Paris qui recevait les 2 premiers du championnat, ça a commencé par le leader Blois, qui était la plus grosse équipe, l'équipe la plus en forme de Pro B. Et Paris qui s'est malheureusement incliné 85-78 après prolongation. Alors c'est un match qui a fait tâche. Il y a eu pas mal de discussions après cette rencontre. Le coach te dirait qu'ils n'ont pas perdu, qu'ils ont effectivement gagné ce match. Il y a eu pas mal de contestations vis-à-vis de l'arbitrage. D'ailleurs, un petit mot là-dessus, le club a porté réclamation suite aux décisions litigieuses en fin de match et la victoire qui aurait dû leur revenir. En tout cas, selon eux, il y a une faute sur Nobel à la toute dernière seconde au moment où il prend son dernier lay-up. Et il y a peut-être un goaltending, on ne sait pas trop. En tout cas, le club a porté réclamation et on peut, sans trop prendre de risques, affirmer que ça servira officiellement à rien, à part à être inscrit sur les papiers de la Ligue. Mais je ne pense pas que ça portera fruit pour le club. Donc, défaite au final. Alors au-delà de cette prolongation, le Paris Basketball qui avait été complètement dominé sur les 3 premiers quarts-temps, invisible sur le début de la rencontre, ils ont accusé un retard de -20 avant justement de se réveiller et de complètement rebasculer le schéma du match. Lilian, qu'est-ce que tu avais pensé justement de cette première partie de match de Paris ? Un peu comme souvent cette saison, Paris a eu du mal à rentrer dans sa rencontre et avec notamment un manque d'agressivité. Ils avaient pourtant des occasions avec pas mal de shoots ouverts, notamment à 3 points, mais c'est finalement pas tombé dedans. On a notamment, c'est un peu illustré par Nobel Bongokolo qui termine à 1 sur 9 à 3 points, ce qui est très très peu et ce qui est un peu une de ses constantes cette saison, son shoot à 3 points qui va et qui vient. Mais ils se sont, encore une fois, comme souvent, ils se sont réveillés en fin de match, et plus précisément au début du 4e quart. Mais en tout cas, ils étaient face à une équipe de Blois qu'on a bien senti qu'ils étaient en maîtrise de leur sujet, notamment d'un point de vue collectif. Ça joue très bien au basket, ça multiplie les passes, ça va jusqu'au bout des possessions, et ça n'hésite même pas à faire des extra passes. Et donc, mais Paris s'est bien réveillé à l'entame du 4e quart-temps, notamment ils ont élevé tout simplement le curseur en défense, c'est vraiment le baromètre de Paris, et ça a bien été porté notamment par Bongokolo et Francisco qui compilent 6 interceptions sur le match. Et à partir de ce moment-là, c'est à ce moment-là, au début du 4e quart-temps, que la rencontre a globalement tourné et que Blois a failli craquer dans les dernières secondes. Ouais, Blois qui a été porté par 2 joueurs, notamment Stéphane Gombo qui a terminé avec 28 points et 7 rebonds. On peut vraiment dire que c'était l'homme du match sur cette rencontre. Et par Tyron Johnson qui est le 2e meilleur marqueur de Pro B, qui a inscrit 23 points, 9 rebonds, 5 passes. Bon, il a quand même perdu 7 ballons, le petit père, mais il a fait vraiment beaucoup de très très mal à Paris. Ouais, cette domination de Blois, elle est un peu illustrée par le fait que tout simplement Ismaël Gamagaté n'a pas pris part à la rencontre parce qu'il était blessé. Et c'est peut-être pour ça que les intérieurs de Blois se sont amusés dans la raquette de Paris. Et on peut l'expliquer comme ça. Et ensuite t'avais pas Amarassi non plus qui est blessé, qui est blessé, et Valentin Chéry qui est sorti en cours de rencontre, qui s'est également fait mal. Donc le secteur de Paris a vraiment été affaibli sur cette rencontre. Sleva s'est bien battu, mais Florimont aussi, mais ça a pas suffi malheureusement. D'ailleurs, justement, je parle de Dustin Sleva, c'est vraiment là il est sur ce match contre Blois, il termine avec 18 points. C'est vraiment le coach en parle beaucoup en conférence de presse et il adore même valoriser les stretch forts des équipes adverses. C'est vraiment un rôle qui manquait très fortement à Paris en début de saison. On l'a vu avec Amarassi qui est très bon dans ce qu'il fait, mais il stretch pas forcément. Valentin Chéry qui le fait de temps en temps, mais c'est vrai que Dustin Sleva le fait avec brio et c'est ce qui fait vraiment beaucoup de bien à cette attaque parisienne qui manquait cruellement d'autres schémas, en tout cas offensifs en début de saison, et là le fait de voir Dustin avec 18 points, on le verra aussi sur le match contre Quimper, ça fait du bien à Paris et c'est vrai que c'est dommage de
d'avoir ces Parisiens comme d'habitude qui se réveillent dans le dernier quart-temps, qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils font sur un match en entier. Alors je sais que c'est difficile, au moins le faire sur 2 voire 3 cartons, et Paris il le fait que sur des fois des moitiés de carton, un carton. Alors, ça passe de temps en temps. Là ils auraient pu gagner en fin de match, mais quand tu pars de moins 20 points, le match il se perd pas sur un goaltending ou sur une faute à la dernière seconde. Le match il se perd bien avant, et c'est dommage pour les Parisiens de pas arriver à maîtriser leur sujet comme ça au final. Ouais, c'est clair que Dustin Sleva est vraiment, vraiment important dans l'attaque de Paris. On peut presque le considérer comme une nouvelle arrivée vu qu'il... C'est comme ça que le coach en tout cas le percevait en décembre. Lui qui a inscrit 5 tirs à 3 points sur 10 tentatives contre Blois. C'était d'ailleurs le Parisien avec le plus de shoots rentrés, plus que du Gauthier Denis, le spécialiste en la matière. On a vraiment une arme, tu le disais Yonim, supplémentaire pour Paris qui ouvre des schémas potentiels, des possibilités en attaque, et même d'ailleurs de pouvoir le faire jouer au poste 5 lorsqu'on a vraiment envie d'ouvrir le secteur extérieur. Donc vraiment, il fait vraiment beaucoup de bien, et puis même au-delà de son simple stretch, au final le fait qu'il écarte beaucoup, même sous la raquette, il est assez précieux, il se bat beaucoup, il a quand même du move, il s'est drivé, il s'est allé s'ouvrir le chemin vers le cercle aussi. C'est vraiment un intérieur moderne, on va dire, qui fait vraiment qui fait vraiment beaucoup de bien. Et j'espère pour lui et pour le club que ça va continuer comme ça et qu'il va réussir à porter le club un peu plus haut, parce que c'est vrai tu le disais, hein, Nobel a beaucoup de mal en ce moment avec son shoot. C'est très particulier de Nobel parce que à chaque fois, on a l'impression qu'il a du mal, mais au final, il termine avec 15, 20 points, 22, 23 points parfois. Alors qu'on a l'impression qu'il pourrait en mettre tellement plus. C'est assez frustrant de le voir comme ça, à galérer des fois offensivement, et pourtant à la fin du match il a noirci sa feuille de stats, et tant mieux qu'il y ait un Dustin Sleva qui puisse pas que lui, hein, mais voilà, qui puisse compenser aussi parfois les absences de certains, dont Nobel. Oui, tu parlais de Nobel Bunkolo qui n'était pas adroit sur les dernières rencontres, et pourtant ça a été le cas lors du dernier match contre Quimper. Une belle victoire contre le second du championnat, 79-71, où pour le coup on a vu une équipe concentrée quasiment du début à la fin, même s'il a encore fallu un quatrième quart-temps de très haute qualité pour Paris. Ouais, exactement, on était au commentaire ensemble. Paris avait très bien débuté la rencontre avec beaucoup d'intensité, contrairement au match dernier. Je pense que coach Pratt a fait passer le message qu'il fallait commencer tambour battant dès le début de la rencontre. Et ensuite, Quimper s'est un peu adapté à Paris. Ils ont beaucoup plus joué sur les mismatchs, notamment avec leurs intérieurs qui dominaient beaucoup, comme Ryan Reid, l'ancien joueur de Nancy. Et donc la rencontre s'est globalement équilibrée, mais Paris est vraiment resté dedans. Contrairement, on a eu le seul mauvais passage de ce match, c'est vraiment le début de deuxième quart-temps, et c'est coach Pratt qui l'a dit en conférence de presse, il le prend pour lui. C'est quand il y avait à la fois Juan Bégarin, Milan Marbic et Ismaël Kamagaté sur le parquet. C'est difficile, hein. Il le sait, et il a tenté de le refaire encore une fois. Je sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais c'est vrai que c'est pas le bon choix, et lui-même l'a dit, le coach. Tu l'as dit, Lilian, ça fait partie du mauvais passage de Paris sur ce match-là, ce moment où il y a les jeunes. Tant mieux s'il a réussi à vite rectifier le tir, et c'est ce qui a fait que en troisième et quatrième quart-temps, Paris est revenu au final, et tant mieux. Alors tu parles d'Ismaël Kamagaté qui était donc de retour après sa blessure. L'entraîneur du Paris Basketball, le coach Pratt, disait qu'il n'était pas forcément prévu qu'il joue contre Quimper. Finalement ça a été le cas, et sur les 16 minutes qu'il a eu, je pense qu'on a eu le détonateur en tout cas pour Paris, pour repasser devant, pour remettre un peu d'énergie dans cette équipe. Donc, clairement c'est lui qui a été dans le quatrième quart-temps, c'est lui qui a un peu débloquer la situation de par d'abord sa présence à l'intérieur, et il a bloqué sur ce match. Il finit à 10 points. Il finit à 10 points, un bloc, deux blocs, mais il dissuade tellement de drive adverse, c'est incroyable avec sa longueur de bras, sa présence. Et ensuite il a donc d'abord en défense et ensuite en attaque, il a claqué je crois 3 dunks dans le quatrième quart-temps. Sa présence a vraiment il s'est fait bien trouver par Francisco et Haynes, et vraiment c'est encore un gamin, et il cesse de nous impressionner à chaque match. Il est juste rentré sur le parquet, il a fait ce qu'il sait faire, et ça a fait tellement de bien à son équipe. Non, moi j'ai trouvé personnellement que le ballon tournait vachement bien du côté du Paris Basketball mardi soir.
Et ça tournait bien aussi en ça- début de match, c'est Ça juste tournait que très bien en début de match, notamment avec Gary Florimont qui trouvait pas mal les cuts pour ses arrières et qui était à 3 passes décisives en 5 minutes, qui a terminé avec une jolie feuille de stats avec 6 points, 7 rebonds et 5 passes, donc plutôt inhabituel d'ailleurs pour Gary Florimont. Et ça a été déjà Paris finit avec 24 passes décisives, Quimper termine seulement avec 15, donc ça démontre déjà la capacité que Paris a eu à développer du jeu en attaque. Ah, tout à fait, hein. C'est vraiment ce qui a fait plaisir, en tout cas en début de match. Vous le disiez, hein, les ballons qui tournent, le jeu qui a été bien posé, d'une part parce que Francisco a fait comme d'habitude plutôt bien tourné, et on en parlera, notre cher recrue qui a vraiment fait du bien à la main justement et à cette création, et ça libère au final tout le monde. Tant mieux et Et on l'a même pas précisé, mais Nobel Bunkokolo n'a pas débuté la rencontre. Il était sur le banc et chacune de ses rentrées a été impactante. À chaque fois, il a réussi à provoquer tout de suite des fautes, à mettre ses tirs à 3 points. Pour le coup, là, il termine à... Ah non, il n'en met qu'un, mais mais il en tente qu'un aussi. Et ça, c'est plutôt rare pour Nobel. Et c'était son premier tir du match. On rappelle là, et pour le coup, c'était dans le corner. C'est pas un shoot qu'il a pris en sortie de dribble. c'est vrai qu'il n'a pas trop forcé non plus. Et il a... Voilà, en fait, c'est ça. Ce soir-là, il a pas du tout forcé. Il a laissé le jeu venir à lui. De temps en temps, il a été provoqué les fautes adverses. Et c'est vraiment le Nobel qu'on a envie de voir plus souvent. Après, Coach Pratt a précisé que là, pour le coup, c'était à la fois une gestion de ses hommes et en même temps c'était un choix tactique par rapport aux hommes de Quimper qu'il y avait en face. Mais en tout cas, ça s'est révélé être un bon choix tactique parce que Nobel, que ce soit sa rentrée en premier quart-temps ou sa rentrée en quatrième quart-temps, a permis à l'équipe à chaque fois de prendre l'avance sur les Bretons. Ouais, moi, je trouve aussi qu'il avait haussé le niveau défensivement sur les dernières rencontres, et contre Quimper, ça s'est vraiment vu, très très actif sur la ligne de passe, avec pas mal d'interceptions, et il gênait énormément les arrières et ailiers de Quimper, et ils ont vraiment du coup été en difficulté. Quimper qui, on le rappelle, ne met que 11 points dans le dernier quart-temps, lorsque Paris en met 26. Mais c'est un peu comme Sylvain Francisco, quand les deux sont impliqués du début à la fin d'un match, ça change complètement le visage de Paris. Même contre Blois, on sent Nobel un peu éteint lors des 3 premiers quarts-temps comme l'équipe, et c'est lui qui instigue avec Francisco le retour en quatrième quart-temps, mais on sent vraiment que dès qu'il est connecté dans la tête, ça change complètement le visage de Paris. Et franchement, pour conclure un peu tout ça, le fait que Paris, si on me posait la question, est-ce qu'on peut considérer ça comme des belles prestations avec un match contre le premier et contre le second, au final une victoire, une défaite, mais une presque victoire contre Blois qui est premier, véritablement ça... Je pense que c'est un bon résultat pour le club. Une victoire sur 2 contre le premier et le deuxième, c'est à prendre. Et avec des prestations, on va dire, abouties, mine de rien, et des certitudes qui commencent à se dégager sur la défense et puis sur le jeu. Voilà, je pense que c'est un bon résultat. Il va rester, si le championnat est maintenu, je pense pas, mais une dizaine de matchs. À voir si ça peut être... ça va être déterminant en tout cas pour la course au play-off, et il va falloir continuer comme ça pour le PB. Ça va être difficile de parler de l'avenir pour le moment, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Bon, tout à fait. Bon, on va passer au second débat. Ça va être sur la nouvelle recrue, on le disait, Marques Haynes, qui a participé aux 3 matchs, qui était 2 fois titulaire. Et on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Marques Haynes, du coup, le géorgien naturalisé, géorgien plutôt, meneur arrière, qui peut jouer donc sur les 2 postes, qui est donc arrivé au Paris Basketball il y a quelques semaines, qui s'entraînait depuis pas mal de temps avec le club avant de s'engager définitivement jusqu'à la fin de la saison. Il a disputé les 3 rencontres. Je vais vous énumérer les stats. Après, on va parler un petit peu plus de son apport. Contre Vichy Clermont, 11 points, 1 rebond, 1 passe. Contre Blois, 10 points, 5 rebonds, 3 passes. Et contre Quimper, la victoire de mardi, 7 points, 3 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Messieurs, première question tout d'abord. Qu'est-ce que vous pensez déjà des 3 premiers matchs, de son apport sur le groupe, sur l'équipe ? Je suis bluffé de ce qu'il apporte sur une sérénité. C'est assez incroyable sur le jeu parisien. Ça fait longtemps. Alors,
on va parler, je vais être obligé de le comparer avec l'ancienne recrue qui est arrivée aussi en milieu de saison, Ben Uzo, à son poste aussi, en poste 1 et 2. Et il apporte, quand tu compares les deux, c'est incroyable. Il y en a un qui va driver, qui va shooter, qui va savoir temporiser, qui va faire jouer ses partenaires. Et ça, Heinz le fait mais remarquablement bien. Et je pense que malgré qu'il ait des stats, 11 points, 10 points, 7 points, c'est pas non plus incroyable. Mais c'est ce qu'il faut en fait. Il a ça fait partie des joueurs qui vont scorer quand il faut scorer, qui vont faire des passes quand il faut faire des passes. Je suis assez content de son apport au final. On part avec 2 victoires et une défaite contre le premier et un retour un peu inespéré, mais un retour quand même. Et sur ces matchs-là, en tout cas, assez impressionnant dans sa gestion et dans ce qu'il a apporté pour les autres au final. Mais on sent déjà que c'est vraiment un joueur d'un tout autre calibre par rapport à Ben Uzo. Déjà rien que son CV fait que il a été plusieurs fois champion d'Europe, champion d'Italie avec Venise. Donc c'est déjà un joueur qui avait un CV de base qui peut déjà, dans le vestiaire, qui peut déjà peser rien que par sa parole et avec son palmarès. Et sur le terrain, comme tu as dit, il dégage beaucoup de sérénité, il force rien. C'est incroyable, mais il force rien. Et ce qu'il a souligné, donc ses stats, bon, elles sont relatives pour l'instant, mais c'est surtout qu'il joue énormément. Il joue 39 minutes contre Boulois avec prolongation. Il joue 34 minutes contre Quimper. Il est déjà devenu essentiel dans la rotation de Paris. Ouais, il est à 30 minutes de moyenne sur les 3 matchs, hein, donc c'est plutôt énorme. C'est d'ailleurs dans les standards de Nobel Boncolo et Francisco cette saison. Donc on est sur un joueur qui va cumuler énormément de temps de jeu, qui va pour faire progresser sûrement cette équipe. D'ailleurs, Francisco en parlait en conférence de presse en sortie de match contre Quimper, où il disait qu'il apprenait énormément du leadership que pouvait lui apporter Marquis Heinz. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de cette association entre Francisco et Heinz ? C'est très intéressant parce qu'on sentait quand même que Sylvain Francisco est le seul capable de créer du jeu pour les autres, on va dire. Donc on le sentait par moments dans certains matchs c'était trop de responsabilité sur ses épaules. En plus du scoring, il devait assurer la gestion du match et c'était un peu trop pour lui. On le sentait il le disait, même il l'a dit, il nous l'a confié même en conférence de presse, qu'à des moments il était complètement épuisé dans un match. Et donc Heinz lui apporte ça, lui permet de le soulager. Permet à Francisco par moment de se concentrer sur le scoring, sur son jeu sans ballon, et on l'a d'ailleurs vu à un moment il fait une grande course pour prendre un tir à 3 points en sortie d'écran. À d'autres moments il joue des petits jeux à 2 avec les intérieurs, que ce soit Sleva ou Florimond. Donc Heinz il apporte tout ça, et ce qu'on pouvait craindre avec un joueur d'un tel calibre et qui a autant de bagages techniques, c'est qu'il prenne justement trop de place, voilà, qui prennent trop de tirs, qui du coup les autres peut-être qui ait moins d'impact dans le jeu, et au final c'est pas du tout le cas. Il fait admirablement bien jouer les autres, et quand on est en fin de possession, quand il sent que l'attaque stagne, il va prendre un tir compliqué, et pour l'instant il va les mettre, même si la réussite au tir est pas du tout folle pour l'instant, mais en même temps c'est un joueur qui n'a pas joué presque depuis plus d'1 an, qui joue déjà 30 minutes par match. C'est énorme. On peut pas, franchement, je pense qu'on peut pas lui demander plus, et il fait le boulot, et il change le visage de Paris très clairement. Et ça va pas mal bouger aussi. C'est un problème de riche un peu pour coach Pratt, mais c'est vrai que ça va pas mal bouger sur la rotation. Habituellement c'était Gauthier Denis qui démarrait poste 2 à côté de Sylvain Francisco. Là ça va obliger le coach à soit décaler Gauthier Denis en poste 3, ce qui du coup voudrait dire mettre Nobel sur le banc, ou mettre Gauthier Denis sur le banc, et du coup ça va pas mal bouger les rotations, mais tant mieux, c'est des problèmes de riche d'avoir un jeune comme il y a Kamagaté, il y a Bégarin, il y a Barbic aussi, et d'avoir ces jeunes là sur le banc et qui puissent apporter après en complément de Francisco et Marquez. Franchement ça va être cool pour le coach, et ça va être cool pour nous aussi, parce que les joueurs seront plus sereins au final, et ça va les libérer, je pense, sur tous leurs futurs matchs et le dernier sprint final. Alors tu parles de sprint final, avant de terminer cette émission, on va faire un petit point sur évidemment l'actualité chaude de la LNB. Le comité de direction de la Ligue d'ailleurs qui a déposé tout à l'heure un communiqué expliquant que les 4 prochains matchs de la Pro B seraient reportés. Donc pas de match jusqu'au 31 mars. Alors ça va être très très long déjà. Et c'est peut-être parti pour durer. Et c'est parti sûrement pour durer également. Les 4 prochains matchs, c'était contre Saint-Quentin à l'extérieur. Après, il y avait la réception de Fos-sur-Mer qui revient fort aussi, et qui était, pourquoi pas, un concurrent pour les playoffs.
Il y avait la réception de Nancy qui est 3e du championnat. Le déplacement à Nancy, excusez-moi, qui aurait été également bien visible. Et le déplacement à Lille que Paris a bien battu au match aller à l'Al Carpentier et qui est actuellement 6e Lille. Donc que des matchs quasiment à enjeu pour les Parisiens, tous reportés pour l'instant. Donc on reverra au plus tôt de la Pro B. Le 7 avril sera contre Denain. Donc on en est très très loin de retrouver notre cher Pro B. Pas de basket, pas d'NBA, pas de basket français non plus. Je sais pas comment on va faire d'ici là. Heureusement qu'il reste les consoles de jeu et qu'on va pouvoir jouer à Touquet pour se calmer un petit peu niveau basket. Mais c'est vrai que ça va être long d'attendre. Je sais pas comment aussi les joueurs vont c'est surtout gérer, à voir comment les clubs vont gérer à chaque fois pour les effectifs. Parce que si les matchs sont reportés, à savoir quand ils sont reportés, etc. Ils ont un calendrier également dense vu qu'on a les Jeux Olympiques, des tournois de qualification, etc. Donc ça va être simple. Peut-être en fin de saison, on va avoir des semaines à 3 matchs. Comme ça c'est déjà fait en plus. Ça va être épuisant pour les organismes. Là, les joueurs pendant pratiquement un mois, ne vont pas jouer. Je pense que ça va être difficile pour eux de s'entraîner sans jouer. Au final, juste de faire des entraînements, on va dire basiques et sans mettre trop d'intensité parce que tu peux pas, parce que t'as pas de match en fin de semaine pour ça. Donc à voir comment ça va gérer. Il faudra demander au club. Ça peut être intéressant de demander au club comment ils vont préparer ça. Au final. Alors merci Yonim, merci messieurs de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ça va être la fin de notre émission. On se donne rendez-vous, je ne sais pas encore quand les matchs reprendront, peut-être. On vous le dira sur les réseaux. Peut-être le 7 avril ou plus tard. En attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous donnera toute l'actualité du Paris Basketball sur Twitter, je le disais, Paris B-8 on air, et sur Facebook, Paris Basketball on air. Messieurs, on se retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup encore et à la prochaine. Ciao. Ciao.